Nous continuons donc d'évoquer le sujet lié donc à ce message pastoral qui appelle au report des législatives. Et Firmin, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir. En quoi est-ce que le report des élections va changer quoi que ce soit dans ce pays? Moi, je pense que ce qui peut engendrer aujourd'hui la tendance, ce ne sont pas ces élections-là. Ben, moi, ce que disent les pasteurs, c'est qu'en reportant, ça va permettre, c'est-à-dire, ils disent, privilégier la recherche de solutions consensuelles et durables à la crise. C'est-à-dire, il faut régler la crise avant d'aller aux élections. Oui, sur ce point, le gouvernement ou le parti au pouvoir et cette C14 ont montré pendant près d'une année qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Depuis le mois de février, qui s'asseyent pour dialoguer, et ils ont montré que le dialogue là ne peut aboutir à rien. Donc, ce qui est important aujourd'hui, moi je pense qu'il faut faire en sorte que la Constitution soit respectée. Et je le dirai toujours, si les Togolais veulent l'alternance dans ce pays, il faut qu'ils s'asseyent, que l'ensemble des Togolais, l'ensemble des acteurs, aussi de la société civile, aussi politique, s'asseyent pour discuter de comment se déroulera l'alternance dans ce pays. L'autre chose, vous avez posé une question à Francisco, il n'a pas su donner la réponse adéquate, il n'a pas répondu. Vous lui avez demandé, mais en quoi est-ce que les élections, le report des élections va apporter une plus-value à ce pays? Moi, je pense, M. Francisco, que si on permet aujourd'hui, aussi transparente que puissent être les conditions d'organisation des élections, si on permet à cette C14-là d'aller à ces élections, je ne pense pas que cette C14-là puisse avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. Un exemple très simple. Nous avons 42 000 bureaux de vote au Togo actuellement. Est-ce que cette C14 a l'effectif nécessaire pour couvrir? Le bureau de vote, c'est 8 000 et quelques, si je ne m'abuse. C'est 8 000 et quelques bureaux de vote. C'est ce qu'on a eu en 2015. C'est ce qu'on a eu en 2015. Mais aujourd'hui, je pense que c'est plus de 8 000. Oui, parce que si on prend 42 000, on est... Voilà. Est-ce que cette C14 a l'effectif nécessaire pour couvrir tous les bureaux de vote? Est-ce que cette C14-là a l'effectif nécessaire pour couvrir tous les bureaux de vote? Je continue. Quand vous voyez aujourd'hui toutes les sociétés d'État, tous ceux-là qui dirigent ces sociétés d'État, ce sont des militants du régime. Quand vous voyez toutes les préfectures, quand vous voyez toutes les délégations spéciales, ce sont les militants du régime qui les gèrent. Quand vous voyez tout, quand vous voyez les hommes d'affaires et ceux qui ont l'argent dans ce pays, ce sont des gens qui boulotent pour le régime. Est-ce que cette C14-là a cette capacité de gagner une élection dans les urnes aujourd'hui? Moi, je dis c'est faux. Ça veut dire vous pensez que l'alternance est impossible, c'est ça? Avec cette C14, dans ces conditions-là, on peut organiser les élections de la façon la plus transparente. Cette opposition-là ne peut pas gagner. Et moi, je le dirai toujours. Et ça m'amène à réfléchir. Il m'a posé des questions. Allez-y. Même si c'est vous qui posez des questions. Allez, oui, bien sûr. Écoutez, Firmin. Il faut qu'on laisse certaines considérations. Parce que dire que l'opposition n'est pas en mesure, n'est-ce pas, de briguer à tous les postes. Même le RPT aujourd'hui que vous chantez, uni RPT, que vous chantez, qui a tout au monde, même le diamant de Dieu, l'unir même pour ces élections législatives qui sont peut-être, je considère, disons, les élections, comment l'appelle-t-on, pour tester eux-mêmes leurs militants, n'a pas couvert tous les bureaux de vote au pays. Non, c'est pas toutes les circonscriptions. C'est stratégique pour pouvoir serrer. Il n'est pas présent dans 6. Mais il y a des listes indépendantes qui sont. Bon, c'est pour peut-être récompenser certains qui n'ont pas pu, sinon dans le temps, unir à toujours. Ce n'est pas à ces élections où ils auraient le boulevard et qu'ils évitent certaines circonscriptions. Et donc, si vous me dites que tout l'appareil de l'État est déployé pour unir, d'accord, et que dans ces conditions, l'opposition ne peut pas, n'est-ce pas, avoir la majorité, c'est que vous donnez la justification à tous ceux qui pensent que ces élections ne sont pas libres. Les préfets, les maires, tout ça là, qui vont aller jouer ça. Non, c'est ça qu'on dit, qu'il faut que ça cesse. C'est pourquoi on parle de réforme constitutionnelle et institutionnelle avant les élections. Lorsqu'on fera les réformes constitutionnelles et institutionnelles, lorsque les gens seront à leur poste pour ne plus servir un régime, un homme, mais servir le peuple,
je pense que ce que vous dites, même ceux-là qui sont dans l'administration, vous n'allez pas me dire que tous ceux qui sont dans l'administration, on les a attachés, ils sont obligés de suivre le régime. Alors, Francis, est-ce que vous voyez, c'est des gens aussi qui sont bien réfléchis. Il y en a qui subissent. N'est-ce pas, le fardeau? Il y en a qui ont pitié. Attendez, moi je veux faire mon Dieu, c'était réalisé. Il y en a qui ont pitié. Francis, une question. Les réformes dont on parle, si on les regarde de près, elles n'ont aucune incidence sur les législatives. C'est-à-dire, je veux parler des réformes proposées par la CEDEAO. C'est la limitation du mandat du président de la République. Oui. Élection à deux tours pour le président de la République. Oui. Et la réforme de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle. Qui n'a normalement aucune incidence sur les législatives. Qui valide les listes? Non, c'est-à-dire, on revoit la recomposition de la Cour constitutionnelle dans la limitation de son mandat. Qui valide c'est-à-dire, on limite le mandat. Si vous avez vu la proposition de l'espérance, de par le président de la République, de par le Parlement, c'est-à-dire, même si on met de nouveaux hommes, ça veut dire quoi? On va invalider des listes. Vous parlez de quoi en termes de présence? La Cour constitutionnelle n'avait pas validé des listes de même, comment l'appelle-t-on, le parti de Abbas Kaboua. À chose, ou bien c'est de Abichessa, je crois. Dans la causa, à cause d'une Boudjona, on parle de naissance qu'on avait mal photocopié recto verso. Et c'est ce qu'ils avaient dit en ce temps. La Cour constitutionnelle a son rôle dedans. Quand on veut favoriser un parti, on peut soustraire, n'est-ce pas, une liste de quelque part, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque on parle des élections, on a parlé de la présence effective, n'est-ce pas, de la société civile et du parti, n'est-ce pas, au pouvoir de façon paritaire à la CENI. Et donc, ce qui doit avoir des réactions sur les CELI, ça n'a pas été fait. Est-ce que vous voyez, même l'opposition aujourd'hui, cette opposition, disons, composante, qui va aux élections avec UNIR, mais ils sont plus membres de la CENI il y a longtemps. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ça veut dire que c'est UNIR qui organise ces élections, peut-être ces primaires. Oui, ils sont plus présents à la CENI. Non, Francis, vous n'avez pas répondu à la question. Vous n'avez pas répondu à la question. Oui, j'ai répondu. Non, en quoi est-ce que ces réformes-là vont avoir des incidences sur les législatives? J'ai parlé de la Cour constitutionnelle qui est habilité à répondre sur les dossiers de candidature. Vrai ou faux? Donc on va valider donc après... Attendez, je vous ai donné des exemples de validation de listes. Même des choses qui se règlent à l'interne. Excusez-moi, peut-être vous n'avez jamais suivi un processus électoral. D'accord? Je vous dis que nous on est dedans il y a longtemps. Et puis, quand on parle de la CENI, ou le minimum, qui ne passe même pas par les grandes réformes, on dit que la CENI, là, c'est déjà calqué, parité, et qu'on a empêché des gens d'aller à la CENI pour pouvoir envoyer leurs membres et faire nommer leurs membres dans les CELI. Mais comment vous voulez qu'ils aillent à une élection sans qu'il n'ait aucune... à la parole. J'ai l'impression que Francisco, qui se dit un fin connaisseur du processus électoral, a des détails qui lui échappent. Moi, je vais toujours dire ça. Cette opposition ne peut pas, pour le moment. Non, vous savez, les gens croient que les élections, c'est à la CENI. Les élections, Issaya Dema qui a toujours dit, le pouvoir, ce n'est pas dans les urnes. Les gens croient que c'est le jour du vote qu'on gagne les élections. Ce n'est pas ça. Les gens croient que c'est le jour du vote qu'on gagne. C'est comme vous levez, vous êtes footballeur, vous dites, c'est le jour du match là que vous gagnez le match. Non, ça se prépare, ça se gagne avant le jour J. Francisco, vous savez, je vais vous donner un exemple très simple. Les gens me disent, on va avoir une parité à la CENI, et avec ça, on va avoir... moi je dis, on peut donner 16 membres à la C14, à la CENI, mais la C14 ne verra pas avec certitude, ou n'observera pas avec certitude comment se déroule tout le processus. Prenons par exemple une CELI, ou d'un bureau de vote à une CELI. Vous savez comment ça se passe? Vous avez des effectifs, l'opposition à C14 a des effectifs, a un effectif important pour suivre
Comment ça se passe, la centralisation des résultats des bureaux de vote à la CELI? Écoutez, attendez que je suis pas dans une logique. Laissez le terme. Attendez que je finisse, monsieur. Non, il faut pas qu'on dise. Attendez, il faut pas qu'on dise des comptes vérités. Oui, mais est-ce que ce n'est pas tout cela que la C14 dénonce? Les choses ne doivent pas se passer comme ça. Par exemple, quand vous parlez de traçabilité de bureaux de vote au CELI, il faut que ce soit transparent. On ne va pas tout faire dans l'opacité. On leur a donné jusqu'en février, depuis février, où ils sont allés s'asseoir avec le pouvoir, avec le parti au pouvoir, le gouvernement, pour discuter. Au lieu de sortir, c'est à l'époque, directement, leur disait, allez parler des réformes électorales depuis le mois de février. Allez parler des réformes électorales. Laissez cette histoire de candidature de Fonya Singbe en 2020. Commencez avec les réformes électorales. Et ça allait donner un résultat intéressant. Ils ont dit non. Ils parlaient, ils s'attachaient aux réformes politiques. Fonya Singbe ne devait pas se présenter en 2020, ainsi de suite. Et on en est aujourd'hui. Le pouvoir se défend, vous ne savez pas. C'est que vous donnez un boulevard, la C14 donne un boulevard au pouvoir. Et aujourd'hui, le pouvoir se dit, nous sommes en année électorale, quelle que soit la situation qui doit se passer, nous, on doit tenir les élections. Nous, on doit tenir les élections. Au moment où on donne la possibilité à C14 de proposer des choses intéressantes, ils se braquent sur Fonya Singbe. Et quand il s'agit de respecter la Constitution, Fonya Singbe se dit, moi, je dois respecter la Constitution, je dois tenir mon élection. Nous avons une opposition qui ne contribue qu'à l'enracinement de ce régime-là. Et ça lui plaît comme ça. Et aujourd'hui, Dieu merci, cette opposition est en train de sortir de la scène. Francisco. Oui, non, ben, moi, je ne suis pas dans une logique têtue de la fraude électorale. Et je ne le suis pas non plus. Oui, non. Quand vous me dites que c'est impossible que les Togolais soient honnêtes, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est une franche partie de la population qu'on jette dans la poubelle, qui ne peut pas être au moins un jour honnête pour conduire un processus électoral, même si ce n'est pas moi qui suis là-bas, si c'est l'autre qui a gagné, qu'on lui confère ça et que les résultats soient manipulés ailleurs. Nous avons des valeurs à défendre et à inculquer surtout à la jeune génération qui est en train de venir. Je peux dire que nous, c'est pratiquement fini. Nous sommes pratiquement finis. On nous a retardés, on a galvaudé le pays, on est là sur le carreau. Mais il faut que ceux qui nous suivent, d'accord, que ces gens-là au moins puissent défendre les minimums. La politique, bien sûr, on dit que c'est des coups politiques, mais il y a des minimums de valeurs. C'est ça qui crée, n'est-ce pas, l'offre et la demande électorale et politique et qui fait le débat. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, on ne sait même pas qu'il y a même campagne. Je m'excuse si moi je ne suis pas au Togo, mais on n'aura pas, disons, cette instruction, vivacité que les gens défendent, n'est-ce pas, ce qu'ils veulent pour leur localité et autres. Donc, on sera là et on va proclamer des résultats et les gens ne se retrouveront pas convenablement. Alors, vous dites quelque chose d'intéressant qui me tend la perche pour annoncer le second sujet du Togo, c'est est-ce que unir pour cette élection législative du 20 décembre évolue en roue libre là, c'est-à-dire, vous l'avez dit, est-ce qu'on lui a offert un boulevard sur lequel elle roule à vive allure? Oui, on lui a ouvert tout un boulevard. Et moi, je dis que l'UNI va avoir au moins 70 ou 71 députés. Parce que l'UNI n'a pas en face d'elle un concurrent de taille. Vous voyez, par exemple, quand on voit le MPDD, le Dagbo Kodjo, le NET, le MRC, les autres partis politiques face à UNI, je pense que UNI était allé avec l'ANC, l'UFC à l'époque en 2013. Mais UNI est revenu avec 62 députés. Et aujourd'hui, ceux-là, regardez aujourd'hui que les autres là ne sont pas dans la course. Regardez, imaginez-vous un peu ce que peut obtenir UNI. Vous savez, dans le Grand Lomé, nous avons 10 sièges, n'est-ce pas? Alors que s'il y avait l'ANC, peut-être l'ANC se serait tapé au moins 4 ou 5 députés. UNI aussi peut-être allait prendre 3 et les autres petits partis politiques allaient se partager le reste. Aujourd'hui, je pense qu'avec cette situation, UNI pourrait revenir avec 5 à Lomé et vous imaginez un peu le reste à l'intérieur du pays. Vous savez, c'est la C14 même qui donne encore ce boulevard à UNI. UNI va avoir encore la majorité à l'Assemblée nationale. Ils avaient la possibilité de participer. Bon, jusque-là, la C14 a sorti son programme pour empêcher les élections. Donc, on ne sait pas si le 20 décembre, les élections pourront se tenir. Le ministre a interdit à opposer une fin de non-recevoir, mais on ne sait pas. Il y a peut-être des bras de fer en perspective.
Oui, il y a un débat de faire en perspective. Moi, je pense que quand Barra parle, il faut le suivre. Il a dit qu'ils feront respecter la loi et l'autorité de l'État. Je pense que l'État ne va pas fléchir. L'État va tout mettre en œuvre pour que les élections se tiennent. On n'aime pas entendre parler de Barra. Du moment où jusqu'à présent, la CEDEAO ne s'est pas prononcée, le G5 ne s'est pas prononcé. Oui, mais c'est ça aussi. C'est quoi? C'est une complicité? Non, c'est pas une complicité parce que j'ai l'impression que la C14 a déçu la diplomatie. J'ai l'impression que la C14 a déçu la CEDEAO, elle a déçu le G5. Vous imaginez, vous rappelez la marche du 17 novembre où il y avait des banderoles sur lesquelles on pouvait lire un fonctionnaire de la CEDEAO, fossoyeur, vous êtes en complicité, de même que des fonctionnaires du G5. Donc, en diplomatie, ça paye cash. Et c'est pour cela que ces institutions internationales ne se sont pas prononcées jusqu'à la veille jusqu'à la veille des campagnes électorales. Et pour moi, la C14 a perdu beaucoup, surtout sur le plan diplomatique. Et Faure Gnassingbé est en train d'avancer. Et il va avancer. Il y a une formule que j'ai l'habitude de dire, que Faure Gnassingbé avait dit en 2005, quand il s'était agi de former le gouvernement de Edem Kodjo. Et on avait nommé Edem Kodjo Premier ministre, et il avait demandé à l'opposition d'envoyer des membres. Et l'opposition traînait. Faure Gnassingbé avait dit devant les caméras, soit vous venez, on avance ensemble, soit vous ne venez pas, on avance en vous. Cette même formule s'applique. Francisco, est-ce que UNIR a le vent en poupe cette année? Oui, bon, parce que même Edem Kodjo qui était parti à ce gouvernement en dehors de sa propre prospérité, peut-être. Qu'est-ce que on va pas faire le truc là. Moi, je connais la capacité. Je voudrais que vous réussissiez à quelque chose d'intéressant que Firmé a dit. Vous déviez le débat. C'est devenu quoi? Non, j'ai l'impression que vous devenez quelque chose sur lequel peut-être je voudrais voir réagir, c'est que si vous prenez 2007, on avait une assemblée qui avait 81 députés. Toute l'opposition en avait 31, UNIR en avait 50. On passe en 2013, l'Assemblée a 91 députés, l'opposition se retrouve avec 29 dans son ensemble, UNIR a 62. Et quand nous parlons d'opposition, nous parlons de tous ceux qui s'abstiennent aujourd'hui. Oui. Alors maintenant qu'ils ne sont pas là, est-ce que UNIR ne risque pas d'avoir véritablement plus que la part du lion? La part du lion, la part, je ne sais pas. Mais tout ce qu'il faut, retenir, c'est que UNIR a voulu s'offrir, n'est-ce pas, ce boulevard. Et UNIR a tout fait pour, n'est-ce pas, être dans ce sillage-là. Et tout le minimum de la feuille de route, même la libération des détenus, l'apaisement n'a pas eu lieu. Au contraire, on continue d'arrêter les gens et de les jeter en prison. C'est le minimum de bonne foi, vous séparer les gens de leur famille pour rien du tout. Et puis, au fait, quand peut-être le boulevard dont vous parlez, si ça se confirme, je prends par exemple un parti comme UFC qui a présenté à peu près dans 20 localités. D'accord, qui dit qu'elle va avoir la majorité des sièges à l'Assemblée. Et vous voyez, je ne sais pas de quelle politique ils sont en train de faire, mais c'est la majorité que UNIR va avoir dans ce que je continue d'appeler les primaires de l'UNIR, et ils vont en faire quoi? C'est à cela c'est à cela que moi vous le dites si bien, oui, vous n'avez pas écouté Bawara, mais je suis obligé de vous le citer parce qu'il était ici, et je veux rappeler que le gouvernement avait déposé un projet de loi, et c'est le projet de loi que l'opposition a refusé d'aller voter, et le gouvernement dit nous voulons la majorité pour faire les réformes. Oui, c'est ce que j'ai dit. Les 4/5, parce qu'ils veulent éviter le référendum. Voilà, si c'est pour aller faire les réformes, pour laisser une passerelle que le mandat, ou bien quelqu'un fasse les mandats à vie, le peuple est là, on va constater. Et ce qui sera... justement, c'est dit, c'est la réforme proposée par le gouvernement. Je vais vous en donner lecture de l'article 59. Je l'ai lu ici hier, ça a surpris beaucoup de personnes. Le gouvernement dit: le président de la République est élu au suffrage universel, direct, libre, égal et secret pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels. Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire.
C'était ce que le gouvernement avait proposé. Non, Bawara, on le connaît. Le test qui était parti premièrement, lorsque le test est parti, on l'a interviewé même sur RFI. Et ce test est passé, tout le monde l'a lu, comment ils ont présenté, ils ont exposé, disons, une disposition transitoire pour faire passer le chef de l'État, Faure Gnassingbé, pour un second mandat. Et ça avait été décrit. Lorsqu'on lui a posé la question de savoir est-ce que ça tenait compte de ce que l'expert de la CEDEAO avait fait, il a dit non, qu'ils ont déjà envoyé avant que la CEDEAO n'envoie son papier. Est-ce que vous voyez? Donc, en fait, on est... Bon, mais maintenant, c'est sur le travail même. C'est pourquoi je dis... C'est pourquoi je dis... C'est sur la formulation même. Oui. Ça semble répondre quand même aux exigences de leur... Oui, il faut que les gens soient sincères. Il ne faut pas qu'on fasse une chose la nuit et puis faire autre chose le jour. Il faut que les gens soient sincères pour que ce pays sorte de sa situation actuelle. Je l'ai dit, UNIR était en train de gérer avec, disons, la cohabitation de l'opposition. Bien sûr, ils sont majoritaires. Mais nous en sommes là parce que le contre-pouvoir n'est pas suffisant pour contrôler, redresser les, comment l'appelle-t-on, les directives de l'État. Maintenant, qu'ils seront là en plein pot, et ils vont continuer. Bon, c'est ce que j'ai dit. D'accord. C'est ce que j'ai dit. Je vais expliquer un peu. Et oui, c'est très simple, c'est très simple. Ils veulent gérer seuls. Attendez, ils veulent gérer seuls. Il y a certains qui se sont présentés, qui peut-être d'autres pourront avoir la faveur pour avoir quelques sièges. Et après, on verra ce que ça va donner. Francisco, j'ai l'impression que vous ne lisez pas bien le jeu politique togolais. Non, ce n'est pas... Moi, je ne suis pas... Oui. Attendez. Oui, attendez que je finisse. Moi, je ne suis pas politicien. Oui, moi, je ne suis pas dans le jeu politique. Oui, parce que vous parlez de boulevard tout à l'heure. Aujourd'hui, suivez bien. UNIR ou Faure Gnassingbé est en train de faire un jeu depuis 2005 ou peut-être depuis 2010. C'est-à-dire, il ne veut plus donner l'impression de gérer le pouvoir seul. Et il met en place une politique d'ouverture. Je ne dis pas que je suis en train de le soutenir dans cette voie. Mais je lis. Moi, je lis un peu ce qu'il fait. Il montre aux yeux du monde qu'il est un président d'ouverture. Et vous voyez que dans son gouvernement, il y a des gens qui ne sont pas de UNIR. Il y a des gens de la CPP et d'autres formations politiques. Je continue. Aujourd'hui, vous dites qu'aujourd'hui, UNIR veut gérer seul. UNIR ne veut plus gérer seul. C'est un jeu qu'ils sont en train de faire. Ils veulent laisser une certaine ouverture. Sinon, UNIR aurait préféré cette politique de gérer seul. Elle aurait couvert toutes les 30 circonscriptions. UNIR fait quoi? Elle veut juste avoir ce dont elle a besoin pour gouverner et avoir les autres avec elle. Pour montrer à la face du monde, non, ici ce n'est pas de la dictature, ici c'est une politique d'ouverture. On va regarder à l'Assemblée nationale, il y a même des indépendants, il y a des partis d'opposition. Oh, je n'ai pas une assemblée monocolore. C'est comme ça UNIR fonctionne. L'autre chose que je voudrais ajouter, Francisco, je ne sais pas si vous avez lu ce que l'expert constitutionnel a proposé. Quand il y a une dichotomie entre l'article 100 qu'il propose, qui parle de mandat de 6 ans pour la Cour constitutionnelle, sans avoir touché l'article 101, qui parle de 7 ans de la Constitution, vous voulez qu'on prenne ce test-là et qu'on aille proposer ça à l'Assemblée nationale? Non, mais je pas. On dit le test arrive et on en débat. Écoutez. Vous avez dit quoi? Vous avez dit que... Écoutez. Bawara dit qu'ils ont envoyé un test et les gens c'est le texte qu'ils ont envoyé et que les gens doivent voter. Non, attendez. Je vais juste compléter ces propos. Il a dit qu'ils ont envoyé le test et que l'opposition ou d'autres ont la possibilité de se servir de la proposition de l'expert pour amender le test du gouvernement. Oui. C'est ce qu'il a dit. Oui, pourquoi on n'offre pas la tribune pour que les gens puissent vraiment en débattre et qu'ils se disent que ils cherchent les 4-5 heures, ils veulent atteindre leur 4-5e pour, n'est-ce pas, adopter... Non, ça c'était après le oui, mais justement, c'était après le retrait des députés de l'opposition qu'il a dit ça. Lui-même dit que l'UNIR fait un jeu. Fort fait un jeu pour pousser les gens. Ils sont dans le jeu. Donc le jeu... Non, le jeu d'éviter qu'on puisse faire les réformes maintenant et que lorsque ils auront leur majorité, voilà, ils feront
les réformes à la taille. Non, j'ai l'impression que vous ne répondez. Non, j'ai l'impression que vous ne répondez pas bien aux questions. Parce que vous m'embrouillez au fait. Excusez-moi, mais. Oui, je ne vous comprends pas trop bien. Je dis, l'expert qui propose, on dit l'expert fait sa proposition. Les gens vous les soutenir, bien sûr. Vous voulez qu'on prenne le test de l'expert et qu'on envoie ça à l'Assemblée nationale comme ça. Et qu'on vote exactement ce test-là. Mais je n'ai jamais dit ça. Je continue. Les Togolais ont proposé des tests avant même l'arrivée de Je continue. Et moi je dis, je fais juste une petite remarque très banale, mais une remarque très forte importante. Quand vous voyez la proposition de l'expert, l'article 100 parle de 6 ans en ce qui concerne les membres de la Cour constitutionnelle. Or, on n'a pas touché dans cette proposition-là l'article 101 de la Constitution de 1992 modifiée en 2002. Oui. Donc, qu'on aille à l'Assemblée nationale et qu'on vote cette réforme-là, et dans la nouvelle constitution modifiée, donc on verra l'article 100. Écoutez que je continue. Permettez que je continue. Permettez que je continue. Donc, on aille dans une nouvelle constitution, dans une constitution modifiée, 6 ans en haut, 100 et 7 ans. Mais je pense qu'il y a un problème. Que les Togolais le sachent, dans aucun pays au monde, aucun chef d'État ne peut demander à quelqu'un, à un expert, faites-moi une proposition et moi je vais adopter à 100% cette proposition. Quand on fait une proposition, qu'est-ce qu'on fait? Le gouvernement prend cette proposition, l'étudie, l'adapte. Si cela respecte un peu ses intérêts, l'intérêt du parti au pouvoir, l'intérêt du pays, les dangers qu'il peut y avoir, et le rend avant-projet. Peut-être le gouvernement aurait aussi peut-être fait un travail peut-être pour limiter le débat, c'est-à-dire prendre la proposition de l'expert, l'envoie au Parlement et demande à ses élus de faire les modifications que... Non, je pense que ça se passe comme ça dans la gestion de l'État. Le gouvernement prend la proposition et le transforme en projet de loi. Voilà. Là où je reproche, ce que moi je reproche au pouvoir, c'est d'être allé trop vite. Le gouvernement défend le temps, alors que le gouvernement pouvait attendre que le test là vienne d'abord et l'adapter ou le rendre en projet, à l'avant-projet, avant de l'envoyer. C'est ce que moi je reproche. Voilà, vous êtes avec moi. Lorsque je dis que c'est les jeux qui font que les choses, la sincérité, il n'y a pas de sincérité. Et puis, cher ami, est-ce que vous pensez que les Togolais avaient besoin d'attendre un expert? Moi, je l'ai toujours dit. Quelque part. Non, moi, j'ai dit avec toutes les têtes que nous avons on n'a pas besoin. Je l'ai même écrit. Allez chercher mes écrits. J'ai dit, on n'a pas besoin de quelqu'un expert. Depuis qu'on a commencé cette histoire des différentes commissions qu'on a citées, d'ailleurs, même le Togo avait une constitution qui, sur la base duquel d'autres pays sont venus après et qui viennent aujourd'hui nous apprendre ce que nous devons faire. Normalement, tous ces constitutionnalistes-là, il faut les rayer leur diplôme. Excusez-moi. Parce que ce qui est en train de se passer, même avec tout ce qu'on fait, tous ces experts qu'on amène, même pour balayer la rue, on amène des experts. Et non, attendez, puisque la contradiction des hôpitaux. Mais attendez, je suis d'accord avec vous. Je vous dis que c'est de l'argent qu'on perd, dilapide pour rien. Ça, le Togo a du potentiel pour faire ces il y a les Kokoro, il y a les Gounak, les gens ont fait des propositions de réforme depuis l'accord politique global. Et sur ce point, je voudrais ajouter ceci. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de tout ça. Moi, ce que moi je souhaiterais, et je proposerai au président de la République qui nous suit, c'est qu'après le 20, qu'on mette en place une structure où on déverse tous ces tests-là et qu'on y sort un nouveau projet constitutionnel. On n'avait pas besoin de tout Francisco Napokora, merci à vous aussi, merci à vous tous qui nous avez suivis. À demain.